Bon, on va commencer. Bonsoir à tous. Merci, un grand merci d'être là ce soir avec nous et vous faites honneur à notre invité. Bonsoir. Bonsoir, je suis effectivement Daniel Pivet. très honoré que vous soyez venu. Nous aussi, c'est un plaisir de vous avoir à chaque fois. Donc l'année dernière, vous veniez, donc c'est la deuxième année consécutive que vous êtes là. D'ailleurs, on pourrait se tutoyer, Mais oui. maintenant qu'on se connaît bien. On a commencé d'ailleurs à se tutoyer, on a fait connaissance l'an dernier. Et c'était un vrai plaisir de venir. J'étais ravi que vous me réinvitiez une seconde fois. Le plaisir est partagé. Alors, l'an dernier, vous étiez venu pour le livre Naufragé, Histoire vraie, que j'ai ici, qui est ressorti cette année. Donc, c'est toujours une coédition Julliard France Inter, qui ressort cette année en version brochée. Voilà, avec une préface d'Isabelle Autissier. Je suis hyper fier d'avoir embarqué Isabelle Autissier dans la réédition. Tout à fait. Donc cette année, vous venez pour la suite, on pourrait dire, ou en tout cas, donc In Extremis, le nouveau livre, donc Histoire de survie, coédité aussi par Julliard et France Inter. Donc, on va reparler un petit peu de ce livre plus tard. Je dis vous. Hein. Oui, finalement. Mais j'ai le même réflexe, moi, à la radio. Les gens que je tutoie, dès que on est à l'antenne, parce qu'il y a quelque chose d'un peu plus formel, d'un peu plus... Je me remets à vous voyez mes invités. Donc voilà, c'est un réflexe professionnel. D'accord. C'est le micro, peut-être. C'est le micro en plus. Oui, je pense aussi c'est le côté formel. Du coup, on va rappeler, vous êtes producteur et animateur sur France Inter. Depuis 2013, vous animez l'émission Le temps d'un bivouac, qui est une émission autour du voyage, de la découverte, de l'exploration. Vous faites aussi, vous avez une chronique aussi dans le 6-9 du week-end. La planète des sciences, merci. Et vous êtes à l'origine de 2 podcasts, du coup, Naufragé et In Extremis. Tous les 2 sont des histoires de survie, pour la plupart, et des histoires qui mettent en scène la capacité humaine dans des moments extrêmes, de danger extrême, à se solidariser, résister, voire à totalement devenir... C'est-à-dire que certains se comportent en héros et certains se comportent pas forcément très bien quand ils sont dans ces situations effectivement confrontées à l'extrême. Effectivement. Voilà, c'est ça. Du coup, je m'excuse par avance auprès de ceux qui étaient là l'an dernier, mais évidemment, il va y avoir des questions un petit peu similaires. Et moi, je souhaiterais savoir évidemment d'où vient l'idée de ce podcast, au départ, du podcast In Extremis. L'idée du podcast Naufragé, avant l'idée du podcast In Extremis, c'était dans le temps d'un bivouac, donc l'émission sur le voyage et l'exploration du monde que j'anime sur France Inter. J'avais reçu certains aventuriers qui m'avaient raconté soit des moments, où ils s'étaient retrouvés un peu en perdition, un peu en difficulté. Et je me disais, c'est vraiment intéressant de voir à quel moment tout bascule, quelles sont les décisions qui font qu'à un moment, tout vrille et tout tourne mal. Donc cet enchaînement de mauvaises décisions ou de coups du sort qui pouvaient conduire à la catastrophe, je trouvais ça intéressant. Et puis le comportement qu'on pouvait avoir une fois que la catastrophe est advenue. Et au départ, donc, j'avais commencé avec Naufragé parce que j'avais reçu l'archéologue qui avait fouillé une île sur laquelle des esclaves se sont retrouvés abandonnés par un navire français. Et ils sont restés 15 ans sur cette île jusqu'à ce qu'on vienne les secourir. Il ne restait plus que 7 femmes survivantes sur cette île, sur l'île Tromelin. Et le travail cette histoire était un peu tombée dans l'oubli, on la connaissait quasiment plus. Et cet archéologue, en fouillant le sol de l'île Tromelin, a vraiment fait ressurgir de l'oubli cette histoire des esclaves oubliés de Tromelin. Donc c'était ce genre d'histoire qui m'ont conduit à faire le podcast Naufragé dans un premier temps. Et le petit regret que j'avais sur Naufragé, c'est que comme je vais un peu en arrière, sur quelques siècles en arrière, à cette époque-là, il y a peu de femmes sur les bateaux. Et dans mes histoires de naufragés, il y avait
peu de femmes, et quand il y avait des femmes, c'était les esclaves qui survivent sur l'île, c'était les femmes dans le Batavia là, qui se retrouvent aux prises avec un psychopathe qui entreprend de tuer les derniers rescapés et qui aussi organise des viols collectifs des femmes. Donc les femmes avaient rarement le beau rôle, soit n'étaient carrément pas les bienvenues sur les bateaux. Et avec In Extremis, ça permettait d'ouvrir le spectre, puisqu'on est sur tous les champs. Il y en a quelques-unes qui se passent en mer, mais il n'y a plus d'histoire de naufrage. Mais il y a des gens qui se retrouvent abandonnés sur une île, ou les révoltés du Bounty aussi, qui, eux, sont en pleine mer et se retrouvent un peu dans des situations catastrophiques, mais pas à cause d'un naufrage. Donc on retrouve encore l'élément de l'océan, mais on va aussi dans le désert avec Saint-Exupéry qui s'écrase avec son mécanicien en plein désert, personne ne sait où il se trouve, et ils peuvent compter que sur eux-mêmes pour retrouver leur chemin, avec aussi des femmes, Donna Isabel, donc là on est au tout début on est à la fin du XVIIIe siècle, en 1769. Et là, c'est une femme qui entreprend de traverser toute la forêt amazonienne, à une époque où, alors elle, c'est une femme aisée, fortunée, qui n'a jamais voyagé et qui va se retrouver, alors elle part en chaise à porteur pour traverser la forêt amazonienne, et finalement, alors qu'elle part avec 30 porteurs pour porter toutes ses richesses et ses affaires, avec un petit groupe d'une dizaine de personnes, les choses se passent très mal, et elle se retrouve seule en pleine forêt amazonienne, et elle va survivre. Voilà. Donc on a une vraie femme héroïne au centre de l'histoire. Ça permet de raconter celle-là, ou encore celle d'Ada Blackjack, qui est une vraie Robinson de l'Arctique. Là, je fais un peu le sommaire, on pourra un peu développer tout à l'heure. On en parlera un peu plus après. On pourra en parler après. Faut pas trop développer. Mais voilà, Ada Blackjack, c'est une femme aussi qui se retrouve sur une île au-delà du cercle polaire arctique, et qui va se retrouver seule sur cette île déserte de glace, et qui va survivre pendant de longs mois seule. Donc voilà pourquoi In Extremis a surgi après les naufragés, parce que ça permettait de changer de décor, d'aller dans le désert, dans les glaces de l'Arctique, ou dans la forêt amazonienne, et puis ça permettait d'avoir des héros un peu plus variés, et notamment de faire une bonne place aux femmes héroïnes de ces histoires. Dans les femmes héroïnes, il y a celle de Clipperton aussi, parce que ce sont les seules à survivre aussi. Oui, alors Clipperton, oui, on est sur un petit atoll dans le Pacifique, où une colonie mexicaine se retrouve abandonnée. Au départ, ce sont des hommes et des femmes qui sont abandonnés. Et effectivement, comme pour Tromelin, finalement, les plus résistantes, les plus vaillantes, celles qui survivent, ce sont les femmes. Qui vont réussir à s'organiser. Alors, je ne l'ai pas dit, mais donc le podcast In Extremis, comme Naufragé, comporte 12 épisodes. Ça, c'est que le podcast, mais il n'y en a que 7. Oui. Il n'y a que 7 histoires qu'on retrouve dans le livre. Ce sera pour dans 2 ans. Voilà, peut-être qu'il y aura une suite. Peut-être. D'accord. Alors, évidemment, on se pose toujours la question, le choix de ces histoires, comment il intervient le choix, et après, comment tu t'es documenté aussi pour arriver à écrire le podcast, comment ça se passe, l'écriture d'un podcast? Alors, le choix des histoires, c'est un peu la réponse que j'avais pu faire pour Naufragé, c'est-à-dire que j'essaie vraiment de trouver des situations, à la fois des époques différentes, des lieux très différents, c'est-à-dire que là, j'en ai mentionné quelques-uns, la forêt amazonienne, le désert, mais dans In Extremis, on va vraiment encore au-delà par rapport à Naufragé, puisqu'on a même Apollo 13, donc là, on est à 300 000 km de la Terre, avec ces 3 astronautes qui se retrouvent en perdition totale aux abords de la Lune, parce qu'il y a une explosion à bord de leur vaisseau qui va faire tout basculer, et ce qui était une mission d'exploration devient une mission de survie. C'est certainement l'opération de sauvetage la plus incroyable du XXe siècle. Il faut bien s'imaginer. On est donc dans les années, on est en 1970. On a cette capsule spatiale qui est à 300 000 km de la Terre. On a déjà marché sur la Lune à cette époque, mais là, on y retourne pour explorer d'autres recoins. Et ces astronautes qui s'apprêtent à mettre le pied sur la Lune avec cette mission Apollo 13 vont se retrouver en perdition. Il n'est plus question de marcher sur la Lune, mais juste de réussir à revenir sur Terre. On pourra aussi peut-être la développer, mais voilà pourquoi le but, c'est vraiment les contextes très différents, et les réactions aussi dans lesquelles les gens vont se trouver, parce qu'on part aussi en montagne avec ce crash, une histoire connue, mais qui est absolument incroyable à raconter dans le détail, de ce crash de l'avion dans les Andes d'une équipe de rugby uruguayenne qui se retrouve coupée du monde, dans un monde au milieu des sommets de la cordillère des Andes, dans un monde de glace et de roches, qui va apprendre avec un petit appareil qu'au bout de 10 jours, on ne les cherche plus, donc ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, et qui sont vraiment isolés,
qui vont devoir faire l'impossible, l'incroyable, ce dont ils ne se seraient jamais pensé capables pour survivre. Et c'est très intéressant, les ressorts psychologiques dans toutes ces histoires. À la fois le sang-froid dont peuvent faire preuve les astronautes d'Apollo 13 et le travail psychologique qu'ils font, les rugbymen et toute leur famille dans les Andes pour survivre. À chaque fois, c'est des situations qui sont différentes. Ça peut être des gens seuls ou en groupe, ça peut être des gens qui font preuve d'une solidarité incroyable, et souvent, c'est ceux qui sont les plus solidaires qui s'en sortent le mieux. Ou ça peut être des carnages absolus parce que les gens ne s'entendent pas. Et voilà, je l'ai choisi pour qu'à chaque fois, on ne se dise pas, tiens, c'est la même chose que celle d'avant, et qu'à chaque fois, ça nous emmène dans un décor différent, dans une époque différente, avec des réactions et des situations différentes. On avait eu déjà l'exemple ça de l'an dernier dans Naufragés, des deux groupes de naufragés qui échouaient sur deux côtés de l'île. Un groupe avait survécu et les autres c'était complètement par solidarité, et les autres pas du tout, et s'étaient déchirés. Ouais. Ça c'était les Auckland. Ils ont passé 20 mois sur cette île, sur l'île des Auckland. Ils sont 5 naufragés. Et effectivement, ils font preuve, mais eux c'est presque une sorte de parabole ou de fable, tellement, enfin, même si tout est vrai, mais la façon dont ils se comportent et la morale de l'histoire, on a l'impression que ça a été écrit pour être un peu une sorte de leçon de morale. C'est-à-dire que eux, ils font preuve, ces 5 naufragés, d'une solidarité incroyable. Ils mettent en place tout un système pour que ce soit vraiment une petite communauté qui se développe de façon durable, viable, où tout le monde se respecte, où on fait des cours du soir, où on est un coup prof, un coup l'élève, et où on tourne de façon à ce que chacun soit valorisé et ne soit pas le subordonné de l'autre en permanence. Ou quand on se met à distiller de l'alcool, et il y a un des naufragés qui fait de l'alcool, et puis il se rend compte que lui, il voulait faire de la bière au départ, et il trouve une plante sur l'île pour faire de la bière. Puis ses 4 compagnons lui disent « Ah, mais si tu arrives à distiller de l'alcool, on pourrait faire de l'alcool de vie, de l'eau de vie, quelque chose, un alcool fort. » Et là, ils se disent « Si on fait de l'alcool fort, c'est le début de la fin, on fera plus rien, et puis on va se disputer. » Donc, il a la bonne idée de dire non, finalement, mon truc, ça marche pas, on va pas faire d'alcool, j'y arrive pas. Parce qu'il a la notion de ce qui sera bon ou pas pour ce groupe. Et en parallèle, mais ça, ils l'apprennent bien après, quand ils ont réussi à se sortir de tous leurs problèmes, quand ils ont réussi à regagner la civilisation, ils découvrent que sur cette île, à l'autre bout de l'île, il y avait effectivement eu un autre naufrage à quelques mois après eux. Ils ne se sont jamais croisés parce que l'île est très découpée, entrecoupée de fjords avec des montagnes, donc ils ne se sont pas vus. Mais sur cette île, au même moment, il y avait des naufragés qui étaient un peu plus nombreux, 12 ou 13 de l'autre côté, et eux n'ont pas du tout eu les mêmes réflexes, n'ont pas eu du tout eu le même comportement, ils se sont séparés, disputés, et la quasi-totalité des naufragés de ce deuxième groupe est mort, alors que les 5 de cette histoire-là ont tous survécu. Donc le comportement, l'attitude qu'on adopte change tout. Mais une fois qu'on a dit ça, moi je dis pas qu'à leur place je ferais mieux. Hein. Enfin, mais c'est très très dur de savoir comment nous on se comporterait dans ces situations extrêmes. Du coup, pour le choix des histoires, comment tu te documentes le choix et la rédaction après. Ouais, mais ça fait partie aussi du choix. C'est-à-dire qu'il y a certaines histoires que j'aurais voulu raconter, et puis après, quand je plonge dans la documentation dont on dispose, je me dis, j'ai pas assez d'éléments pour pouvoir raconter pendant... Alors, comme au départ, ça doit être un podcast qui dure 45 minutes, il faut que je puisse raconter pendant 45 minutes, et j'ai pas envie d'inventer ou de romancer parce qu'il y a trop de trous dans la documentation qui existe. Donc, si j'ai une idée et qu'en creusant, je me rends compte qu'il n'y a pas la documentation, je laisse tomber jusqu'à ce que je trouve suffisamment d'éléments. Et sinon, il y a des historiens qui se sont penchés sur ces histoires, qui les ont racontées, des journalistes qui ont enquêté. Et puis, et ça c'est évidemment la mine d'or quand ça existe, parfois les rescapés eux-mêmes ont écrit leur histoire après avoir survécu. Des fois, même quand ils étaient sur place, c'est notamment le cas dans les naufragés, ils ont écrit au jour le jour des carnets de bord. Ça les a aidés à tenir. Ils ne savaient pas si un jour quelqu'un les lirait, leurs carnets. Ils ne savaient pas si un jour eux-mêmes auraient l'occasion de les publier, leurs carnets, parce que certains l'ont fait. Mais ils l'ont fait avant tout pour tenir au jour le jour et laisser une trace de ce qu'ils étaient en train de vivre.
Et ça, quand ça existe, c'est une mine incroyable parce que à la fois, moi, ça me permet vraiment de savoir au jour le jour ce qu'ils ont vécu. Et puis, ça permet dans le podcast, il y a des comédiens qui lisent ces extraits de carnet de bord. Et du coup, c'est très incarné. On sait. Et puis, pour les histoires évidemment les plus récentes, comme celle dont je parlais, Apollo 13, ou les naufragés des Andes, le crash qui a eu lieu avec l'équipe uruguayenne. Là, bon, voilà, certains sont encore en vie aujourd'hui. Bon, pour les Apollo 13, je crois que l'un d'eux vient de mourir très récemment. Il y a moins d'un an, mais pour les Uruguayens dans les Andes, pour les survivants, il y en a encore, la plupart sont encore vivants aujourd'hui, donc ils ont été interviewés à de nombreuses reprises, il y a eu des documentaires, il y a eu des films, ils ont écrit des livres pour certains, donc tout ça, voilà, ça permet de raconter l'histoire ensuite. Parfois, ça arrive que tu lises, je parlais du Wager par exemple, lises un texte et que tu dises, ouais, ça ferait un super podcast, je vais tout faire pour l'adapter, quoi. Oui, le Wager, c'est le cas. Alors, ils ne sont pas dans les livres parce qu'il y a eu d'autres podcasts qui sont sortis depuis les livres, mais le Wager, je l'ai fait même en 2 épisodes parce que, effectivement, alors, il se trouve qu'en plus, le Wager, on a le même. Enfin, moi, c'est Julliard, mais c'est sorti aux éditions du Sous-Sol, le Wager, et c'est le même éditeur. En fait, c'est 2 maisons, mais c'est le même. C'est Adrien Bosc. Voilà, c'est Adrien Bosc. Donc, c'est lui-même qui me l'a mis dans les mains en disant ça va te plaire, lis-le avant même qu'il soit sorti, qui m'a encouragé à plonger dans cette histoire. Et effectivement, une fois que je l'ai lu, j'ai vu que c'était passionnant. Après, il y avait juste la toute petite question, j'en ai parlé avec Adrien Bosc, de dire mais si je le fais en podcast alors que le bouquin vient tout juste de sortir, est-ce que je torpille le bouquin, Et il m'a dit non, au contraire, le livre, la version poche devait sortir au moment où le podcast sortait, et il m'a dit au contraire, ça fera de la pub pour le livre de poche, ça fera une synergie qui fait que l'histoire sera connue, les gens auront envie d'en savoir plus et se plongeront ensuite dans le livre, donc voilà, et il m'a donné sa bénédiction. Et le livre, et alors évidemment après moi j'ai eu envie de compléter, donc comme il y a aussi des rescapés du Wager qui ont écrit des carnets de bord, donc je suis un peu reparti dans certaines archives pour pouvoir compléter le récit qui avait été fait, mais David Gran, qui a donc écrit les naufragés du Wager, a déjà fait un travail absolument formidable. Lui, il a mis 7 ans, il est allé sur place. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez en tête, les naufragés du Wager, mais c'est une histoire qui se situe. Donc, sont des Anglais qui partent faire un peu c'est des navires de guerre qui veulent se combattre les Espagnols autour de l'Amérique latine. Et ils partent à 5 bateaux, et un de ces bateaux, le Wager, va faire naufrage au niveau du Chili, de la pointe de feu chilienne. Et ils vont se retrouver au milieu de nulle part sur une petite île désolée de la pointe de feu chilienne. Et là, ils sont nombreux, ils sont 150 de mémoire sur cette petite île, et ils vont y rester suffisamment longtemps pour que vraiment, c'est une sorte de huis clos et une sorte de pas civilisation, mais en tout cas microcosme, avec, il va y avoir du cannibalisme, il va y avoir une rébellion, une mutinerie, des meurtres. Finalement, le capitaine va être abandonné tout seul avec ses derniers fidèles sur cette île, et certains vont partir avec un bateau qu'ils ont réussi à rafistoler et à construire eux-mêmes pour partir à travers le détroit de Magellan et regagner l'Angleterre. Mais quelques années après, tout ce petit monde qui s'est entrecoupé, entretué sur cette petite île, en tout cas, certains rescapés de chaque groupe vont se retrouver en Angleterre, et il va y avoir un grand procès pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement sur cette île, et savoir qui est en tort, qui a commis quelle faute. Voilà. Je vous en donne pas trop parce que le bouquin est vraiment riche à lire. Puis en plus, vraiment, pour le coup, là, c'est vraiment la publicité de David Gran que je fais, mais il a l'art de raconter les histoires comme si on y était à bord de ces bateaux, de ces chasses aux galions espagnols remplis de richesses incroyables. Un seul galion, ce serait un trésor absolu à capturer. Donc on est vraiment dans une sorte de course-poursuite maritime, et les combats en mer sont racontés avec une minutie, et on a vraiment l'impression qu'il les a vécus, quoi. Il s'est tellement documenté. Donc c'est vraiment un livre très riche. Si riche qu'il fait l'objet de 2 épisodes du podcast. Alors oui, moi je l'ai fait en 2 épisodes. En 2 épisodes, comme le Bounty d'ailleurs. Le Bounty, oui. Ouais. Le Bounty, c'est pareil, mais alors, ce qui m'a conduit à le faire en 2 épisodes, c'est que pour moi, dans l'histoire du Bounty, il y a vraiment 2 histoires de survie en une. C'est-à-dire, si vous l'avez en tête, le Bounty, on est dans les années 1700. La rébellion, elle a lieu en 1789, très exactement, en même temps que la révolution en France. D'autres personnes
se rebelle en France sur ce bateau, le Bounty, qui est un navire britannique qui a pour mission d'aller chercher des plants d'arbres à pain donc à Tahiti pour les ramener en Jamaïque, dans la mer des Caraïbes. Et ils vont jusqu'à Tahiti, ils prennent l'arbre à pain et sur le chemin du retour, une mutinerie éclate. Alors pareil, dans le livre, j'essaye d'expliquer vraiment comment on arrive à cette mutinerie. Il y a des générations d'historiens qui se sont un peu planchés là-dessus, parce que bon, il y a eu beaucoup de fiction, de films qui ont raconté le Bounty, avec montrant un capitaine, le capitaine Bligh, très autoritaire, très très cruel, faisant pleuvoir les coups de fouet sur son équipage. Si on regarde dans les archives, en fait, c'était de loin pas le plus cruel et le plus tyrannique des capitaines de cette époque. Le célèbre capitaine Cook, qui est un peu un maître du genre, qui a exploré énormément de contrées, était beaucoup plus sévère avec ses équipages. Et voilà, il n'y a pas eu de mutinerie. Donc la raison de cette mutinerie à bord du Bounty, elle est plus subtile, elle est certainement, en tout cas, moi, ce que j'en ai tiré, ce que j'en ai compris, plus quelque chose de psychologique entre ce capitaine, le capitaine du Bounty, le capitaine Bligh, et son second, ou plutôt celui qu'il a promu second à bord au cours du voyage, qui s'appelle Fletcher Christian, qui est quelqu'un de plutôt tourmenté, d'assez sensible, qui veut bien faire, qui veut plaire à son capitaine, et le capitaine ne lui renvoie pas tout le respect qu'il voudrait, et voilà, à un moment sur le bateau, c'est cette relation entre ces deux hommes qui fait que tout bascule dans une mutinerie qui est une mutinerie. En fait, Fletcher Christian n'est pas en tout... Enfin, tout le bateau ne se rebelle pas contre le capitaine, mais Fletcher Christian est plus populaire que le capitaine Bligh. Donc, l'équipage est un peu sidéré, la plupart laissent faire sans trop savoir comment réagir. Si bien que la mutinerie a lieu, le capitaine Bligh est abandonné en pleine mer sur une chaloupe avec 18 hommes qui lui sont restés fidèles, et la moitié de l'équipage reste avec Fletcher Christian sur le Bounty. Et c'est là où je considère qu'il y a deux histoires de survie. Il y a à la fois ces hommes qui sont sur une chaloupe au milieu du Pacifique et qui doivent regagner la terre amie la plus proche pour ensuite pouvoir regagner l'Angleterre. Ça, c'est un exploit absolu de navigation que fait le capitaine Bligh à ce moment pour regagner. Il va regagner le Timor, puis après il repartira en Angleterre, mais c'est la première colonie britannique dans laquelle il va pouvoir s'abriter. Et puis le groupe de Fletcher Christian, qui eux viennent de commettre l'acte ultime, le plus grave que l'on peut commettre à bord d'un bateau à cette époque, une mutinerie. C'est passible de la peine de mort, c'est-à-dire que s'ils sont capturés et jugés en Angleterre, ils risquent tous d'être pendus. Donc ce qu'il leur reste à faire, c'est de trouver un endroit isolé, perdu, isolé quelque part, où ils vont pouvoir passer en planque le restant de leur jour, de leur vie, pour échapper aux foudres de la justice britannique. Donc ça, c'est la deuxième histoire de survie. Ils vont trouver une petite île qui s'appelle Pitcairn et qui se trouve, ils mettent du temps à la trouver, ils mettent 3 semaines à la trouver parce qu'elle n'est pas bien indiquée sur la carte. Mais ça, c'est une force. Ils se disent, si cette île, qui est à peine connue sur les cartes marines, elle n'est pas au bon endroit, si on va sur cette île, personne ne nous trouvera jamais. Donc ils se rendent sur cette île avec quelques femmes polynésiennes. La plupart n'ont pas vraiment choisi, elles ont plutôt été enlevées. Elles étaient montées sur le bateau pour faire la fête. Elles se retrouvent sur cette île déserte avec les Anglais. Quelques Polynésiens aussi qui accompagnent. Et là aussi, il y a toute une dimension historique et psychologique qui est vraiment intéressant à creuser, à développer. C'est que sur cette île déserte, ils ont quitté ce bateau où ils trouvaient qu'ils étaient maltraités par leur capitaine, ou voilà, où ils étaient victimes de brimades. Et finalement, sur cette petite île déserte, l'histoire commence bien, mais ça va durer des années et des années. Et finalement, les Britanniques vont se comporter très mal avec les Polynésiens. Bon, il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque, mais évidemment, quand ils se partagent les terres sur l'île, ils se les partagent entre Britanniques et les Polynésiens. Alors les femmes sont un peu mariées, on se les répartit sans trop qu'elles aient le voix au chapitre et qu'elles puissent dire un mot de qui elles vont être la compagne. Et ensuite, on partage les terres et les Polynésiens, les hommes polynésiens, n'ont pas d'autre choix que d'être en gros les esclaves des Britanniques. Donc c'est une société qui se voulait un peu paradisiaque, ils devaient construire, fonder comme ça, loin de tout. Finalement, ils reproduisent un schéma assez classique à l'époque, avec une hiérarchie et pas du tout égalitaire. Et on l'imagine, ça va très mal tourner.
D'ailleurs, la thématique commune de tous les épisodes de tous les podcasts, c'est la survie. C'est ça. En introduction du livre, tu fais référence à un acrostiche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est marrant parce que je crois que l'année dernière, tu m'en avais parlé, mais je l'avais déjà en tête, cet acrostiche. C'est Dominique Lebrun, qui est un auteur passionnant, écrivain de marine, qui raconte plein d'histoires qui se sont passées en mer. Et voilà, il est passionnant sur les Vikings, sur les pirates, sur ce qui a pu se passer au pôle. Enfin voilà, je suis sûr que vous avez plein de livres de lui. On a au moins le livre des naufragés avec toutes les histoires principales. Il a aussi chez Omnibus. Un livre sur les naufragés. Et c'est lui qui m'avait raconté cette histoire. Enfin, je l'avais vu dans son livre et puis j'en avais parlé avec lui pour savoir exactement. Et donc, c'est un acrostiche. Alors, je ne le connais pas par cœur, par contre. Mais donc, un acrostiche, vous voyez, on prend un mot et puis à chaque lettre, on met une petite phrase. Et là, c'est un acrostiche qui avait été construit sur le thème de la survie et qui étaient les consignes qu'on devait donner pendant la Seconde Guerre mondiale. Si un marin, un militaire se retrouvait suite à l'attaque de son bateau ou de tout autre problème, loin de tout, en milieu hostile, comment survivre et regagner la terre amie la plus proche. Et donc c'était toute une série de consignes qui étaient données pour aider les pauvres militaires en perdition à survivre. Et là, dans l'introduction, je me suis amusé à reprendre chacune des consignes et à voir si dans les histoires que je raconte, c'était une façon de présenter, de picorer un peu dans toutes les histoires qui sont dans le livre, de rentrer par cet acrostiche, et donc de voir est-ce qu'ils ont suivi les consignes qu'on donnait aux soldats de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, tout ne marche pas. De toute façon, même des fois, ils n'ont pas suivi ces consignes et à mon avis, s'ils les avaient suivies, ils ne s'en seraient pas sortis. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une part d'instinct, il y a une part de chance et il n'y a pas de consigne absolue. Un exemple tout bête, est-ce que si vous aviez été à la place d'Antoine de Saint-Exupéry, voilà, vous êtes dans un avion, vous pilotez un avion, faut se mettre un peu dans l'idée qu'on sait piloter un avion, avec votre mécanicien, vous tentez de faire un record, hein, c'est ce que faisait Saint-Exupéry, Paris-Saigon, avec un petit avion, on est dans les années 30, hein, donc l'aviation n'est pas exactement ce qu'elle est aujourd'hui, et il faut faire un record de vitesse entre Paris et Saigon. Saint-Exupéry s'écrase en plein désert avec son mécanicien. Il a la chance l'avion glisse sur le sable et puis sur des pierres rondes, et donc ça fait un peu comme une sorte de roulement à billes, donc il ne se crache pas comme ça, il est comme ça porté par le sable et les pierres, et finalement voilà, les ailes partent volent en éclats, mais ils arrivent à ressortir vivants, pas blessés de cet accident. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, c'était la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est en plein désert, personne ne sait où vous trouvez, et vous ne savez même pas exactement où vous êtes ? Est-ce qu'on reste à proximité de la carlingue ? Est-ce qu'on essaye de faire des signaux, de brûler ce qu'on peut pour que dans la nuit, on voit un brasier au loin et attirer l'attention ? Est-ce qu'on écrit des SOS avec des grands galets sur le sable à côté de l'épave et on attend que quelqu'un les voit depuis le ciel ? Ou est-ce qu'on commence à tourner en rond autour de l'avion, en gardant l'avion en ligne de mire, mais en s'éloignant pour essayer de voir ce qu'il y a autour, pour repérer le terrain ? Bref, quand on est en perdition, est-ce qu'on reste sur place ou est-ce qu'on essaye de s'en sortir soi-même ? Il est souvent dit qu'il vaut mieux rester au même endroit, sur place. Au début, eux, c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire, et même ils font tout un système. Donc Saint-Exupéry et son mécanicien, où ils font une trace. C'est pas qu'ils sèment des petits cailloux, mais ils font une trace dans le sable pour pouvoir. Le matin, ils partent, ils explorent le plus loin possible. Ils font parfois vraiment des dizaines de kilomètres alors qu'ils n'ont quasiment rien à boire. Et puis le soir, ils rebroussent chemin, même si ça leur coûte beaucoup. S'ils se disent peut-être que derrière la prochaine dune, peut-être que il y aurait eu, si on avait avancé encore 2-3 kilomètres, peut-être qu'on aurait trouvé. Mais ils font le choix à chaque fois, chaque soir, de revenir à l'épave de l'avion, et ils changent un peu de stratégie. Au fil des jours, ça va durer 4 jours en tout, ils changent un peu de stratégie. Des fois, ils décident qu'il y en a un qui reste à l'avion et l'autre qui part tout seul, puis qui revient. Ça aussi, je ne sais pas si c'est la meilleure solution de se séparer en pareille situation.
Et puis, le 3e jour, ils se disent foutu pour foutu. Alors, ils ont essayé, hein, tout ce que j'ai dit, faire du feu, allumer des brasiers dans la nuit pour qu'on les voie. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on les cherche ailleurs. Déjà, il est immense ce désert et on n'a pas bien compris par où ils étaient passés. Donc, de toute façon, les avions qui effectivement les cherchent, parce qu'on a bien compris qu'ils avaient disparu et qu'ils avaient eu un problème, ne cherchent pas au bon endroit. Même eux, ils ne savent pas exactement où ils sont. Oui. Ils pensent qu'ils sont à notre coin. Eux-mêmes ne savent pas où ils sont. Mais à la limite, pour les recherches, le fait qu'eux ne savent pas où ils sont, ce n'était pas vraiment le problème. Il valait mieux que ce soit ceux qui les cherchent, qui aient compris leur trajet. Et donc, foutu pour foutu, le dernier jour, ils décident de partir. Et cette fois, ils ne reviendront pas à l'appareil. Et voilà, c'est cette lente marche dans le désert qui va finalement les sauver et leur faire croiser au moment où vraiment ils n'en peuvent plus, où ils sont à moitié en train de délirer, où ils vont finalement croiser un bédouin qui va les sauver. Mais donc, eux ont fait le choix de quitter l'épave, chose qu'on ne conseille pas forcément, mais s'ils ne l'avaient pas fait, ils seraient certainement morts. Et il y a d'autres consignes. Bon, il y a aussi, parmi les consignes, il y a faire comme font les autochtones, qui est une consigne certainement très sage. Et pour survivre en Amazonie, mieux vaut se comporter comme ceux qui vivent depuis tout petit en Amazonie. Mais l'idée de faire comme les autochtones, dans certains cas, ça n'a pas lieu d'être. Je veux dire aux 3 astronautes d'Apollo 13, faites comme les autochtones, avec ça, ils ne pouvaient rien faire. Ça ne marchait pas. Donc voilà, les consignes sont un peu théoriques, après il faut les appliquer en fonction des situations dans lesquelles on se trouve. Bien sûr. On va parler un petit peu plus du livre et du travail d'édition, notamment sur le livre. L'an dernier, c'était... je vais parler par exemple des illustrations qui complètent le livre. L'an dernier, c'était Nicolas Vial. Tu disais avoir vu son travail et être tombé complètement amoureux de ça. Donc cette année, ce n'est plus lui. C'est Lilywood qui le remplace parce que Alexis Cavaillès, qui était déjà sur le précédent, est toujours là. Comment se fait ce choix Ça s'est fait un peu ça a fonctionné un peu pareil. Donc Nicolas Vial, c'est un peintre de marine et je pense qu'avec Ombre Blanche, on partage ce goût pour son travail, puisque l'an dernier, quand j'étais venu, c'était vraiment une coïncidence, dans vos vitrines, vous aviez des reproductions de ces toiles qui prenaient toute la vitrine, ce qui était assez original en période de Noël, voilà, alors que beaucoup mettent des Pères Noël, des sapins et tout. Vous, on partait sous les tropiques avec des grandes... Alors, le travail, moi, qui m'a plu pour Nicolas Vial, et c'est ce que je lui ai demandé de faire pour le premier, pour Naufragé, il peint sur des cartes de marine. Et j'aime beaucoup son style. Je crois que c'est Sylvain Tesson qui dit que c'est un peu le douanier Rousseau qui aurait été avalé par une plante carnivore ou un truc comme ça. Et je trouve qu'il y a un peu de ça dans sa peinture. C'est un peu, je trouve que ça même si Nicolas trouve pas forcément que ça colle avec son style, moi je trouve que c'est plutôt pas mal trouvé. Mais voilà, il a donc ce travail de faire vivre des cartes marines en peignant dessus. Et je lui ai demandé de faire ça pour Naufragé. Et je l'avais contacté moi-même, c'est-à-dire que j'avais vu son travail sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et mon éditeur m'avait dit on n'arrive pas à le contacter, voilà, il n'était pas hyper emballé par mon idée, et donc du coup je l'ai contacté moi-même, et en une demi-heure il m'a répondu en disant ok, on le fait et tout ça. Donc j'étais ravi. Bon là, on voulait échanger un peu d'univers, aller dans un décor un peu différent. Pareil, j'aime bien je sais pas si vous voyez qui est Lilywood, qui fait des peintures, elle est bretonne, donc elle est habitué au ciel chargé, aux paysages de mer. Enfin, j'aime bien aussi son travail. Donc pareil, je l'ai contacté en lui demandant si ça l'inspirait. J'étais moins sûr parce que voilà, elle a jamais travaillé sur ces sujets-là et puis sur tout ce type de paysage. Donc j'étais moins sûr que ça l'emballe. Et pareil, elle a tout de suite trouvé que c'était sympa. Elle m'a dit je vais écouter tous les podcasts pour m'inspirer et tout ça. Et puis il y a eu un travail entre elle et puis le graphiste du livre pour voilà, que ces peintures fonctionnent avec. Donc eux, ils font le travail de l'ouverture de chaque chapitre, pleine page, pour qu'il y ait une entrée un peu spectaculaire dans chaque chapitre, dans l'histoire. Et puis Alexis Cavaillès, dont vous parliez, lui, son rôle, c'est vraiment d'illustrer à l'intérieur des chapitres. C'est lui qui l'a fait dans les 2 livres. Et lui, c'était déjà le cas pour Naufragé. La consigne que je lui avais donnée, c'est comme s'il était au plus près des naufragés, comme s'il peignait ou il dessinait en petits croquis les oiseaux, les tortues ou le vague à l'âme
que les naufragés ressentent. Donc on voit des fois des personnages dessinés au fusain qui marchent sur une plage déserte un petit peu sombre. Et donc l'idée, c'était un peu comme si ce livre, c'était un carnet de bord, c'est une évocation du carnet de bord de ces rescapés, et qui aurait gribouillé, enfin gribouillé c'est un peu péjoratif, mais qui aurait fait des croquis dans les marges de ce qu'ils étaient en train de vivre ou de ce que la situation leur inspirait. Et donc on a repris cette mécanique-là avec In Extremis. Dans quelle mesure tu participes à la conception du livre, sur les choix iconographiques, sur la documentation, sur j'y participe pas mal. Enfin, en fait, même des fois, je me dis que l'éditeur voudrait que j'y participe un peu moins et que je leur laisse faire. Mais en fait, ça m'intéresse vraiment parce que c'était vraiment le principe. En fait, quand le podcast, dès le premier, quand Naufragé a bien marché, le podcast, moi je voulais que ça devienne un livre, et comme ça avait bien marché, plusieurs éditeurs s'étaient proposés de l'accompagner en coédition avec Radio France. Et il y en a beaucoup qui étaient partants pour faire juste les textes. Et moi, j'ai vraiment insisté, je tenais à ce que ce soit avec de l'iconographie, à ce que le podcast, pour ceux qui le connaissent, qui est très immersif, avec beaucoup de sons, avec les voix des comédiens, enfin, tout est fait pour vraiment vous embarquer comme si vous étiez avec eux. Et je voulais que le livre, ce soit une autre façon de vous plonger dans l'histoire, en vous montrant ce que je ne pouvais pas dans le podcast, c'est-à-dire les cartes. Par exemple, le Bounty, le trajet qu'ils font à travers les océans, c'est pas mal d'avoir une carte pour enfin pouvoir vraiment montrer les escales, montrer les allers-retours entre différentes petites îles quand ils vont se ravitailler. Enfin, il y a certaines choses qui fonctionnent mieux en carte. Montrer aussi les paysages des lieux par lesquels ils sont passés, même si par le texte ou dans le podcast, j'essaye de décrire tout ça, mais pouvoir le voir, parce que pour la plupart, ces lieux sont encore sauvages aujourd'hui, n'ont pas été... il y a des îles qui sont tout aussi désertes aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque. Donc les photos des lieux montrent très bien, permettent de se projeter dans ce qu'ils ont vécu, dans l'endroit où ils se trouvaient. Il y a des photos aussi assez émouvantes, des archives, les textes que ces hommes ou ces femmes ont écrits à la plume quand ils étaient en perdition très loin. Tout ça, je trouve que ça permet de rendre les choses beaucoup plus concrètes, ou les reproductions des bateaux par lesquels ils ont navigué à travers les océans. Voilà, tout ça, je voulais pouvoir le montrer, donc ça demandait effectivement... et puis il y avait les dessins aussi, je voulais que ce soit un beau livre, donc c'est pour ça que je voulais que le peintre de marine ou d'autres artistes puissent faire des dessins originaux. Et là-dessus, c'est ces éditions-là qui ont accepté de me suivre. Les autres étaient un peu plus frileuses pour aller sur ce terrain-là, en me disant oui, mais les livres, les beaux livres, c'est pas forcément ce qui se vend le mieux aujourd'hui. Bon, moi, j'étais pas dans une idée que de faire un produit marketing. J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui me plaise et qui ressemble à ce que j'avais en tête. Et finalement, en fait, ça va avoir lieu parce que le livre Naufragé, il va être édité dans 2 mois en poche, où là, il n'y aura plus que les textes et une petite carte quand même au début de chaque histoire pour qu'on repère un peu les déplacements. Mais donc finalement, les textes vont être publiés. Mais au départ, moi, je tenais vraiment à ce format-là, et c'est vraiment celui-là que j'avais envie de... Donc du coup, pour répondre à ta question, oui, j'ai participé après au choix des images, en proposant. Alors après, c'est aussi... tout un débat parce que ça coûte cher. Il y a des droits sur les images. Moi, par exemple, j'aurais adoré quand je raconte Saint-Exupéry, parce que dans l'histoire de Saint-Exupéry, j'explique qu'à un moment, quand il est vraiment perdu dans le désert, il voit des petites traces de fennec, donc de renard des sables. Et il ne le voit pas, il voit juste ces petites traces. Il ne le croise jamais, ce renard, mais il voit juste les petites traces. Et il se met, en tout cas c'est ce qu'il raconte, Saint-Exupéry, après il se met à lui parler, à ce renard des sables, et avec une longue discussion, et à la fin il lui dit je ne t'ai pas vu, mais le fait de pouvoir discuter avec toi, ça m'a fait du bien, et maintenant je me sens mieux. Enfin, il y a une petite amitié qui est en train de naître entre Saint-Exupéry et ce renard, et ça lui donne de la force. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que ça a donné ensuite le Petit Prince et cette amitié entre le Petit Prince et le renard. Alors moi, je rêvais qu'il y ait au coin d'une page l'image du Petit Prince avec le renard dessiné par Saint-Exupéry. Mais ça, on m'a dit, non, on va pas le mettre parce que ça va coûter super cher. Et bon, tout le monde l'a un peu en tête. Donc voilà, c'est le genre d'illustration où il faut doser entre
ses rêves, ses envies, et puis ce qu'un livre comme ça doit quand même, ça peut pas coûter non plus trop cher à l'achat, donc il faut donc voilà, c'est une sorte de voilà, mais c'est pour vous dire vraiment concrètement le genre de discussion qu'on peut avoir avec l'éditeur et avec l'iconographe. Et il y a beaucoup de chapitres qui ont été remaniés, et il y a une iconographe qui a vraiment fait un travail formidable de recherche. Il y a certaines images que moi je ne connaissais pas, où elle a fait elle-même des recherches et où elle m'a surpris en me montrant ça, on peut mettre ça et tout ça. Donc il y a vraiment des allers-retours avec des fois des pépites que je suis content d'avoir pu mettre dedans, parce que voilà, des fois il y a certaines images qui sont formidables parce qu'elles racontent très bien l'histoire, et puis qui n'avaient jamais été publiées, et on se dit c'est génial, c'est l'occasion de mettre ça. Donc on y prend goût en fait. C'est un peu un jeu, au-delà du podcast, c'est un jeu de remettre tout ça en images. Le livre démarre par, juste avant la première histoire, il y a une citation de Jean-Louis Etienne. Oui. La citation, c'est on ne repousse pas ses limites, on les découvre. Pourquoi avoir choisi cette citation, et qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Moi, je pense vraiment ça, parce que souvent, quand on voit comment ils se sont comportés, je pense par exemple, alors il y a ceux qui partaient un peu à l'aventure, qui savaient qu'ils allaient vivre une aventure, qu'ils allaient prendre des risques. Mais quand on prend, par exemple, les rugbymen qui s'écrasent dans la Cordillère des Andes, ils pensaient, eux, partir pour un week-end. De toute façon, comme au moment où l'avion s'écrase, il est coupé en deux. Leurs valises sont dans une autre partie de la queue de l'appareil qui a été perdue lors du crash. Donc ils sont en chemisette à fleurs. Certains n'ont jamais vu la neige, et ils n'ont même pas leurs affaires pour se couvrir davantage. Ils bricolent un peu, ils arrivent quand même à se couvrir. Mais globalement, ils n'étaient pas du tout préparés à vivre une aventure dans les hauts sommets de la Cordillère des Andes, et c'était pas forcément un projet de vie de toute façon, un jour ou l'autre, de se retrouver dans cette situation-là. Donc cette idée on ne repousse pas ses limites, on les découvre, ça leur est tombé dessus, l'avion est tombé et ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Et ils ont eu affaire, on la connaît, l'histoire, au bout de 10 jours, ils ont un petit poste d'appareil qui leur permet de savoir où en sont les recherches. Eux, ils pensent qu'ils sont beaucoup plus visibles qu'ils ne sont, parce qu'à plusieurs reprises, des avions les ont survolés, donc ils pensent qu'on va venir les chercher. Finalement, les secours ne viennent pas, alors qu'ils ont vu des avions passer très près. Ce dont ils n'ont pas conscience, c'est que l'avion est blanc, à moitié enterré dans la neige, dans un repli au creux d'un repli de la Cordillère des Andes. Ils sont absolument invisibles depuis le ciel. Il n'était pas possible, on est passé au-dessus, mais on ne les a pas vus. Et au bout d'une dizaine de jours, avec un petit poste de radio à pile, qu'ils ont bricolé avec du fil de fer pour réussir à capter les ondes, ils entendent qu'on ne les cherche plus, que les secours ont renoncé. Et pour eux, il est impossible que 10 jours après l'accident, il y ait encore des survivants dans ces montagnes, aux altitudes et par le froid qu'il fait. Donc ils savent qu'on ne reviendra pas les chercher, qu'on est en plein hiver, qu'il leur faut au moins attendre le printemps et la fonte des neiges pour avoir une chance de peut-être s'échapper par eux-mêmes et essayer de regagner les habitations les plus proches. Et ils étaient dans un avion, ils sont entourés de glace et de roches, il n'y a rien à manger. Donc voilà, on le sait parce que ça a marqué les esprits. Au bout d'un moment, la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait pour survivre, et l'idée a germé dans les esprits il va falloir se nourrir des corps de ceux qui sont morts. À bord de cet avion, ils étaient 45, donc il y avait 7 équipes de rugby uruguayennes. C'est des étudiants, c'est une équipe amateur de rugbymen amateurs, ce sont des étudiants. Il y a des membres de leur famille, des amis, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. Donc imaginez un peu la question que c'est. C'est pas seulement on va manger des cadavres, c'est en plus des cadavres de gens qu'on connaît. Et ça s'est évidemment fait. Ils se retrouvent un soir dans la carlingue. Au début, on ose à peine évoquer cette possibilité. Finalement, elle finit par être. Au début, on la chuchote un peu en petit comité. Finalement, on se regroupe et on en discute clairement. Certains sont absolument choqués, ne veulent pas en entendre parler. D'autres argumentent en disant mais maintenant... Parce qu'en plus, c'est une époque et géographiquement, ils sont tous très croyants, catholiques. Donc plein de questions, au-delà du dégoût naturel que ça peut nous inspirer et du tabou que ça représente. C'est des interdits moraux, c'est des interdits religieux, c'est des interdits éthiques. Donc il y a toutes ces questions qui sont mises là. Certains abordent la question religieuse, mais c'est un péché, on ne peut pas se permettre de faire ça. Et en même temps,
certains disent oui, mais moi, si je meurs demain, je veux que vous me mangiez pour survivre, je vous le demande. Donc ils font tous ce pacte-là, en disant moi, demain, si je meurs, vous pourrez me manger. Et petit à petit, au début, un petit groupe. Alors assez rapidement, ils tombent tous d'accord pour que certains le fassent s'ils le veulent, mais tous ne sont pas prêts à le faire. Et puis, les jours passant, et voyant que de toute façon, la situation ne s'arrangera pas, qu'on ne viendra pas les chercher, certains se décident. Les derniers à accepter de le faire, c'est un couple, un homme, une femme, qui sont partis tous les deux en amoureux, mais ont laissé leurs 4 enfants chez eux, gardés peut-être par leurs grands-parents. Et eux, au début, ils ne veulent pas entendre parler, ils sont très croyants, ils ne veulent pas manger de chair humaine, et finalement, ils vont accepter de le faire en se disant on le doit pour nos enfants, si on veut revoir nos enfants. Notre survie est à ce prix, et donc c'est ce qui va les pousser à le faire. Et toute cette digression, c'était pour répondre à ta question sur est-ce qu'on dépasse ses limites ou est-ce qu'on les repousse ? Non, est-ce qu'on découvre ses limites ou est-ce qu'on les repousse ? Et moi, j'ai l'impression que finalement, ils n'ont pas repoussé leurs limites, ils ont juste découvert, la situation leur a montré ce qu'ils étaient capables de faire pour survivre par amour pour leurs enfants. C'est pas qu'ils ont repoussé, c'est juste que jamais ils ne s'étaient trouvés dans une situation telle qu'ils avaient eu à prendre une telle décision. Et c'est ce qui fait que nous, individuellement, et je pense que c'est ce qui nous passionne dans ces histoires, en tout cas moi c'est ce qui me passionne, c'est que à chaque histoire on se demande, même pour les histoires qui ne sont pas de notre époque, on se demande mais qu'est-ce que nous, on aurait fait à leur place, comment on se serait comporté. Et naturellement, on ne pourra avoir la réponse que si un jour on se retrouve à leur place. Parce qu'on ne connaît pas nos limites, justement. C'est pour ça que c'est difficile de les repousser, parce qu'on ne sait pas de quoi on est capable. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que je trouve que cette phrase de Jean-Louis Etienne est très juste. Et en plus, lui, il sait de quoi il parle. Un grand aventurier qui était à peu près partout, y compris sur Clipperton, dans l'île dont on parlait dans le livre. Et lui, il s'est retrouvé dans des situations incroyables à bord d'un ballon gonflable au-dessus de l'Arctique où tout d'un coup un petit incendie se déclare à bord et où il se voit mourir et il se dit non, pas maintenant, et il trouve les bons réflexes, les bonnes choses à faire pour éteindre ce début d'incendie. Donc lui, il a vu ces moments où tout peut basculer et où il faut agir vite et bien pour sauver sa peau. Donc cette idée on découvre ses limites dans le feu de l'action, sans mauvais jeu de mots, il l'a vécu. Alors c'est la transition parfaite parce que effectivement, Jean-Louis Etienne, il a écrit un livre sur Clipperton. Et moi, c'est l'une des histoires qui m'a le plus marquée dans le livre. Elles sont toutes extrêmement romanesques et cinématographiques. Mais celle-ci, je trouve que jusqu'au rebondissement final, elle est quand même très surprenante. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Donc on est sur Clipperton, c'est un petit atoll. Je crois que c'est l'atoll qui est considéré comme la terre émergée la plus isolée des autres terres, toutes terres confondues. Un petit atoll dans le Pacifique, un atoll circulaire, vu du ciel, c'est comme une sorte d'assiette creuse avec une eau verte au centre et puis l'eau bleue du Pacifique autour, parce que c'est un lagon fermé qui est au centre de cet atoll. C'est un anneau corallien de sable. Et au début du XXe siècle, la France et le Mexique se disputent ce petit bout de terre. On a dit à un moment qu'il y avait peut-être un trésor enfoui par un pirate qui s'appelait Clipperton, d'où le nom de cet atoll. Il s'est avéré plus tard que le véritable trésor de cette île, c'était son guano, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'oiseaux qui vivent et survolent cette île, et leur fiente est un engrais riche en phosphate, peut être utilisé pour de l'engrais. Donc voilà, c'est le seul intérêt de cette île. Mais toujours est-il que le Mexique et la France considèrent que, pour des raisons administratives, que je détaille un tout petit peu sans trop entrer dedans, la France considère que ça lui appartient et le Mexique considère que ça lui appartient. Et le Mexique, pour bien montrer que ça lui appartient, envoie une petite colonie, donc des soldats mexicains avec leurs familles, femmes et enfants, pour occuper l'île, avec quelques employés qui font de l'extraction de guano, mais plus pour se donner une occupation. Là, ça vivote un peu au moment où se déroule cette histoire. D'autres îles plus intéressantes ont été trouvées, et déjà l'exploitation du guano sur Clipperton n'est plus vraiment un vrai intérêt économique et stratégique. Et à cette période-là, il y a une grande instabilité politique au Mexique. Si bien que, normalement, tous les 3 ou 4 mois, il doit y avoir des bateaux qui viennent ravitailler la petite colonie mexicaine qui
qui colonisent Clipperton. Mais les révolutions s'enchaînant, les dirigeants soit sont tués, soit se retrouvent exilés, si bien qu'au bout d'un moment, plus personne ne se soucie de cette petite colonie et plus aucun ravitaillement ne vient à la fois relever, parce que du coup, la colonie, normalement, sur Clipperton, c'est pas toujours les mêmes, il y a une sorte de roulement. Mais là, voilà, il n'y a plus de roulement, on ne remplace plus personne et on ne leur apporte plus les victuailles. Or, c'est une île qui est quand même régulièrement balayée par des tempêtes, par des cyclones, et sur laquelle rien ne pousse. Enfin, ils ont aménagé des petits jardins suspendus, des sortes de jardinières un peu, dans lesquelles ils font pousser un peu de salade et de condiments. Mais grosso modo, c'est quand même l'essentiel, c'est ce qui vient de l'extérieur. Et à partir du moment où on ne vient plus les chercher, alors c'est là où c'est vraiment beaucoup de rebondissements, mais je ne vais pas tous les faire à l'oral, mais il y a quelques allers-retours, parce qu'à un moment, il y a un navire qui fait naufrage, ils sont un peu plus nombreux, on vient rechercher les naufragés qui s'en vont, mais les Mexicains, en tout cas le chef de la colonie mexicaine, décide que eux, ils resteront vaille que vaille, et ils attendront que le Mexique revienne les relever et les ravitailler. Mais ça, c'était pas la bonne décision, parce que finalement, ils sont vraiment abandonnés à leur sort. Ils vont passer 3 ans sur cette île. Et je ne sais pas à quel point il faut que je rentre dans les détails, mais il y a quand même cette idée que... Non, il ne faut pas donner plus. Vous voulez pas plus? Bon, alors je dis comme vous voulez. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, même quand on les connaît, on a envie de les raconter. D'ailleurs, dans les chapeaux ou dans... Encore un tout petit peu? Au moins jusqu'à ce que les secours arrivent, quoi. Au moins jusqu'à ce que les secours arrivent. Oui, une fois que les secours arrivent, a priori, il n'y a plus beaucoup de suspense. Non, parce qu'on ne peut pas te dire ce qui s'est passé exactement, mais ce qu'ils vont découvrir. Mais après, il faudra lire l'histoire pour savoir. Non, moi, je suis pas. En fait, je trouve pas que ce soit des. C'est comme par exemple l'histoire dans la Cordillère des Andes avec l'avion qui se crache. Tout le monde la connaît. Certains ont lu le livre, certains ont vu le film, et ça n'empêche que cette histoire, parce qu'elle est jamais racontée exactement de la même manière, avec la même sensibilité, parce qu'elle est absolument fascinante. C'est comme un peu le Titanic. Hein. On sait tous qu'à la fin il coule, et pourtant on l'a tous vu, lu. On a et plusieurs versions des différents films. Donc voilà, je ne suis pas trop inquiet sur le fait qu'en racontant les histoires, on a quand même envie d'en savoir plus après. Mais en tout cas, sur Clipperton, il se retrouve donc pendant 3 ans. Et ce que je trouve intéressant, c'est l'idée qu'effectivement, en tout cas dans ces histoires-là, les hommes et les femmes ne se comportent pas exactement de la même manière. Les hommes vont d'abord être les premiers à perdre un peu les pédales, en tout cas pour le grand chef. Et donc il va conduire l'ensemble des hommes à leur perte en leur faisant faire ce qu'il ne faut pas, et donc ils vont tous chavirer au large de l'île et ils vont tous mourir. Il ne restera plus qu'un homme sur cette île qui va se comporter de façon absolument abjecte, en s'autoproclamant le roi de l'île, en se comportant très mal avec les femmes. Enfin, c'est pas une histoire de courtoisie, il se comporte comme un criminel avec les femmes, et si bien que à l'arrivée, eh bien, malgré toutes ces péripéties, quand on vient les rechercher sur cette île, il n'y a plus que des survivantes. Ah, c'est bien dit, ça. Voilà, on ne sait pas. Il y avait pourtant un... Ah bah... Non, elles ne l'ont pas bouffé, mais... Non, elles ne l'ont pas bouffé. Il faudra le lire. Que ce soit dans Naufragés ou dans In Extremis, à chaque fois, donc les survivants, c'est toujours le même. Est-ce que tu as déjà pensé à faire un podcast avec ton expérience sur le temps d'un bivouac, sur des aventuriers, sur des explorateurs, sur des missions plus contemporaines, des choses d'aujourd'hui des récits, tu veux dire, des histoires que je raconterais? Voilà, ou alors raconter l'histoire d'un aventurier ou d'un écrivain voyageur. Alors pour des gens contemporains, moi je préfère la forme du temps d'un bivouac, c'est-à-dire les avoir en face de moi et que ce soit une discussion, et parce que c'est vraiment une autre forme une autre façon de raconter les histoires, mais je trouve qu'il y a aussi la sensibilité, que ce soit un auteur, un musicien, un scientifique qui voyage et qui raconte lui-même ses récits. Moi, j'aime aussi beaucoup cette forme-là, donc je ne pense pas avoir besoin de me substituer à eux pour raconter ce qu'ils ont vécu. Je préfère que ça se fasse dans l'échange. Après, j'aimerais bien, mais pour le moment... Peut-être c'est la rançon du succès, mais vraiment à France Inter, ils aiment beaucoup ces récits-là. Moi, j'ai déjà parlé avec eux de raconter des histoires d'explorateurs, d'aller raconter l'histoire de Magellan,
d'explorateurs connus ou moins connus, mais pour en citer des connus, de Magellan, de Vasco de Gama, de raconter, parce que eux-mêmes, enfin, si vous rentrez dans l'histoire de Magellan, il évite des mutineries. Bon, il ne reviendra pas. Hein. Lui, pour le coup, il ne survivra pas de son grand voyage. Mais il y a vraiment des tas de choses à raconter. C'est plein de suspense, de rencontres dans les îles lointaines qu'il peut faire. Ou raconter celle de Cook aussi, ce serait passionnant. Mais voilà, peut-être un jour, moi j'adorerais raconter ces histoires d'explorateurs qui ne sont pas forcément des histoires de survie, mais qui sont quand même des voilà, moments. C'est ça. Plus des portraits, voilà, ou des moments forts. Ouais, en fait, c'est des aventures, mais c'est voilà, des grandes aventures d'exploration, de rencontres, de découvertes qui, à mon avis, seraient très fortes à raconter aussi. Voilà. Pour le moment, l'idée existe, mais elle n'a pas encore fait son chemin. Et de la même manière, est-ce que tu as déjà eu l'idée, comme à la David Gran, d'écrire un récit, enquête sur un sujet en particulier L'idée, je l'ai déjà eue, mais je suis pas encore prêt pour ça. Là, je suis trop intimidé parce que David Gran, non seulement c'est un travail d'enquête incroyable qu'il fait, mais en plus il a une plume. Ce qu'il raconte est vraiment, enfin, il y a vraiment du souffle. Il emporte sur un roman vraiment. Enfin, c'est un roman. Je sais plus s'il faut dire un roman ou un roman historique. En tout cas, c'est vraiment très fort ce qu'il fait. Le jour où je m'en sentirai capable, mais en tout cas aujourd'hui, voilà, je me vois pas écrire vraiment tout un roman basé sur ces histoires-là. Là, cette forme-là me convient pour le moment, c'est-à-dire c'est plus un format de nouvelle, de récit un peu court, très documenté pour emmener au plus près des personnages. Mais ouais, c'est un peu, en fait, ce serait le passage de la nouvelle au roman. Et pour le moment, je suis plus au format nouvelle. Peut-être qu'un jour, j'irai jusqu'au roman, mais pas encore. Il y a aussi la mise en scène. Sur les podcasts, il y a une liberté aussi qui permet... c'est ça aussi. En fait, il y a une écriture particulière avec le podcast où on entremêle les sons, les récits, les citations. Chose que je fais aussi un peu dans le livre, mettre les sources, les citations pour qu'on soit au plus près des personnages. Sur un roman, est-ce que ça tiendrait? Je sais pas. C'est pas encore mûr. L'idée n'est pas encore mûre, mais peut-être. Et justement, par un roman, il y a des auteurs qui ont marqué vie de lecteur et d'aventurier. Il y aurait. Alors, bon, on a dit David Gran. Dans les récits que j'ai fait, il y a l'archipel des hérétiques qui raconte le Batavia. Là aussi, c'est très documenté, c'est très raconté, de Mike Dash. Après, moi j'ai été marqué, si on remonte vraiment dans les lectures qui ont marqué dans l'enfance. Moi, j'ai été marqué par le Vendredi ou La vie sauvage de Michel Tournier. Alors, j'ai jamais lu la version plus soutenue et plus difficile à lire. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté quand on était petit, la Vendredi et les limbes du Pacifique. Mais en tout cas, la version qui était abordable pour nous, enfants, elle m'a marqué. Et je pense que... Mais enfin, ça, c'est quelque chose que je pense très vrai pour les histoires de naufragés. Je pense que ça nous parle parce qu'il y a quelque chose de vraiment universel. Et c'est aussi vrai pour les histoires que je raconte dans In Extremis. Et c'est pour ça que ça marche dès qu'on est petit. Et c'est pour ça que le Robinson Crusoe de Daniel Defoe, il a marché sur les 5 continents. C'est considéré comme le premier roman moderne. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'universel dans tous ces récits-là. Donc j'ai mordu aussi à cet hameçon-là étant petit. Après, dans les récits, oui, j'aime bien aussi les récits de Sylvain Tesson. Je me fais aussi bien embarquer par sa plume. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment du souffle dans ce qu'il peut raconter. Et je suis aussi sensible à une forme. Alors oui, dans les choses plus récentes, pour citer des, j'allais dire les versions plus roman graphiques, mais même dans les livres, celle d'Olivier Dubois, Prisonnier du désert. Je ne sais pas si tu vois. C'est un journaliste des RFI qui raconte. Donc il a passé plus de 700 jours pris en otage dans le désert par une filière d'Al-Qaïda. Et je trouve que c'est bien écrit et c'est pas du tout manichéen et c'est à la fois la résilience de celui qui reste qui il est et qui arrive à garder la forme physique et la forme mentale malgré les conditions dans lesquelles il est prisonnier et malgré la durée de sa prise d'otage, qui raconte très bien. Puis il y a aussi un peu un suspense aussi parce qu'il y a des tentatives d'évasion à des moments un peu avortés. Enfin, c'est bien raconté et à la fois
parfois, en tout cas avec certains de ces geôliers, il arrive à rentrer en discussion. Il se rend compte qu'il y en a certains qui ont 17, 18 ans, qui sont un peu paumés, qui finalement sont pas très éloignés, qui lui parlent de séries qu'il regardait quand il était en France, qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes choses. Tout d'un coup, il y a une sorte de proximité un peu étonnante qui se noue. Et puis, il a aussi des discussions avec certains chefs. Et c'est intéressant, la vision qui s'oppose entre pourquoi eux, ils sont arrivés là, pourquoi ils pensent ça, et comment lui, il arrive à leur tenir tête et à rentrer dans une sorte de débat un peu construit, ou malgré la situation dans laquelle il se trouve, de donner des arguments. Enfin, ce livre m'a marqué, ça fait partie des livres qui m'ont marqué récemment. Et sinon, dans des livres peut-être un peu moins durs que je pourrais citer, je trouve qu'il y a des formes de bande dessinée ou de romans graphiques qui sont très réussis et qui permettent de faire voyager d'une autre façon. Et il y a notamment le livre de Bernard Moitessier qui a été adapté en roman graphique, en BD, et je trouve que c'est plutôt une réussite. Enfin, j'avais lu le livre de Bernard Moitessier, et j'ai trouvé que la BD fonctionnait bien aussi, avec de redonner, je sais pas, un autre souffle à ce récit. Et puis un autre récit en bande dessinée, c'est Isabelle Del Real qui a écrit, ça s'appelle Plouerant. C'est un grand voyage à vélo depuis Plouer, sa ville de Bretagne, son village de Bretagne, et Téhéran, donc en Iran, à un moment où ça allait un petit peu mieux, où c'était encore possible d'arriver en vélo à Téhéran. C'était dans les années, c'était juste au moment du Covid, ou après le Covid, en 2020, je crois. Et elle raconte ce voyage, et c'est un tout en noir et blanc, et parfois un peu naïf, mais c'est très frais, très enchanté. Et puis pour l'avoir rencontré et connaître le personnage, c'est très fidèle à qui elle est. C'est donc Isabelle Del Real. Voilà, quelques ouvrages récemment lus qui m'inspirent et qui me plaisent. Tu l'avais reçu sur le temps d'un bivouac. Je l'avais reçu dans le le temps d'un bivouac, oui. Et je précise que tous les livres dont on parle ce soir, qui sont cités dans le podcast et dans le livre de Daniel Fievé, sont disponibles à la librairie, évidemment. Même celui d'Olivier Dubois, prisonnier du je ne le connais pas, celui-là, ouais. Mais je pense, ça ne m'étonnerait pas qu'il y soit. Mais... Après, ce n'est pas vraiment du récit de voyage, donc je pense qu'il n'a pas trop sa place. Peut-être pas dans... ta partie récit de voyage. mais tu dis que c'est pas récit de voyage, et pourtant je l'ai fait dans le temps d'un bivouac, parce que je trouvais que c'est sûr qu'on n'était pas dans... Souvent, dans le temps d'un bivouac, j'essaie d'être plutôt dans l'émerveillement, dans le rapport aux autres plus positif, dans l'aller vers l'autre et tout ça. Mais là, je trouvais qu'il y avait... Déjà parce que c'est un journaliste. Lui, au départ, il pensait avoir des garanties. Enfin, c'est aussi une forme de voyage. C'est un voyage qui tourne court, et après, ça devient... il est quand même trimballé dans le désert pendant des années, et ça devient aussi un voyage intérieur pour réussir à résister à tout ça. Et voilà, je trouvais moi que ça avait sa place dans une émission de voyage, mais c'est vrai qu'on était un peu au bord de ce qu'on imagine pour le voyage habituellement. Ouais. Bah c'est ça, parce que les textes, par exemple, de Jean-Paul Kaufmann, ils sont plutôt... en sociaux, quoi. Enfin, ils sont pas, oui, c'est vrai. Oui, non, mais je pense que dans votre librairie, vous n'avez pas dû le mettre dans les voyages, c'est sûr. Oui. Je pense que c'est ça. Est-ce que quelqu'un a une question pour Monsieur Fievé? T'as tout dit. On les a assommés, ils n'en peuvent plus. Ah, merci. Merci. Oui, ouais. oui. Alors il y en a déjà. Enfin oui, il y en aura au moins 4 autres in extremis qui sortiront peut-être en février ou en mars. Certains sont déjà enregistrés, mais pas voilà. Ça se fait un peu, voilà. Il y a une maturation derrière. Surtout que comme on le disait en tout début, j'essaye à chaque fois de trouver des idées qui n'ont pas été faites, et des fois, du coup, je commence un peu à me creuser la tête pour trouver les bons sujets que j'ai envie de raconter. Mais il y en aura d'autres, oui, il y en aura d'autres. Il faut juste être un peu patient. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que je fournis pas assez vite, parce qu'il y a régulièrement des gens qui me disent « Ah bon, il faut encore attendre ». Mais on peut les réécouter. Et en plus, moi, je dis peut-être ça pour me rassurer, mais j'ai l'impression que si je produisais, si j'arrivais, on va dire, si j'étais hyper prolifique et que j'arrivais à en faire plein, et à chaque fois, même avec une qualité qui serait pas moindre, si on les attend pas un tout petit peu, on les savoure moins.
Oui, bon, je me dis ça comme ça. Enfin, ou en tout cas, pour le dire de façon moins prétentieuse, en tout cas, on a moins de chances de lasser. Je pense qu'on pourrait se lasser parce que c'est quand même des histoires. Voilà, ça reste des histoires de survie. Enfin, je veux dire, la mécanique est quand même assez restreinte. Et donc, du coup, je me dis que si jamais il y en avait pléthore. Enfin, pour être plus concret, par exemple, par rapport à Affaires sensibles, donc il y a aussi une émission de récit de France Inter, eux, ils embrassent très large sur toutes les époques et ils vont dans vraiment beaucoup, beaucoup de champs. Donc il y a moins de chances de lasser quand on a un spectre aussi large que quand on est sur un champ aussi restreint. C'est ce que je me dis. Merci. Oh bah, c'est sympa. Bon, bah, j'ai bien fait de venir. Merci, c'est sympa. Ouais, voilà. Surtout dans In Extremis, parce que c'est beaucoup plus varié, comme tu disais, ça se passe même dans l'espace, quoi. Mmh. Oui, mais par exemple, il y a d'autres histoires. Enfin, bon, alors il y en a qui ne sont pas dans ces livres-là, hein, mais des histoires que j'ai racontées de dérives, par exemple, une histoire que j'aime beaucoup, qui n'est pas dans ce livre-là, d'un couple qui part, on est un peu dans les années 70, à l'époque du Flower Power, ils ont mis toutes leurs économies pour acheter et construire leur bateau. Ils partent à travers les océans et la traversée de l'Atlantique se passe très bien. Puis après, ils entament la traversée du Pacifique et là, leur bateau est percuté par un cachalot. Le bateau coule en moins de 40 minutes et ils ont à peine le temps de sauver quelques affaires et de se réfugier sur le radeau de survie et sur la petite annexe, le petit canot gonflable qui leur sert habituellement à faire les allers-retours avec la Terre. Et donc, ils sont sur ces deux petites embarcations gonflables au milieu de l'océan Pacifique et ils vont dériver pendant 117 jours. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, on parlait de la solidarité, de l'importance de prendre soin des autres. Là, c'est plus de la solidarité, c'est vraiment de l'amour qu'il y a entre cet homme et cette femme qui fait que ils ne disent pas exactement. En fait, pour protéger l'autre, ils lui mentent un peu. C'est-à-dire, dans leur carnet de bord, eux, ils écrivent on va pas s'en sortir, comment ça va se passer quand la mort va nous prendre et tout ça. Et puis à l'autre, ils sont beaucoup plus positifs. Ils lui disent on va s'en sortir, j'y crois encore. Et puis ils prennent soin de l'autre. Et ils l'ont dit, donc ils vont finalement finir par s'en sortir, mais ils l'ont raconté ensuite. S'il n'y avait pas eu l'autre dont j'aurais dû prendre soin, qui aurait occupé mon esprit, j'aurais pas tenu. En fait, c'est en m'inquiétant pour l'autre, en voulant prendre soin de lui, qu'ils s'en sont sortis tous les deux. Et dans les deux, là encore, et c'est vraiment comme ça que c'est raconté, y compris, donc c'est Maurice et Maraline Bailey, c'est y compris comme ça que c'est raconté par Maurice dans le récit de cette histoire qu'ils ont raconté à deux voix. C'est Maraline qui tient beaucoup plus le choc, qui soutient les deux, et alors que quand ils sont partis, bon, Maraline ne savait pas nager, elle sait toujours pas nager une fois que le bateau a coulé, mais bon, c'est quand même pas top d'être sur un petit radeau gonflable, de même pas savoir nager. Et lui, c'est lui qui savait piloter, naviguer, qui savait lire les cartes, qui savait qui avait toutes les compétences de navigation. Maraline s'était plus occupée de l'intendance, des listes victuailles, de l'organisation, de l'équipement du bateau. Et confrontée à cette situation, c'est elle qui tient vraiment le choc, c'est elle qui a la force de tenir pour les deux. Mais ils se soutiennent quand même mutuellement, mais c'est quand même elle le leader des deux. Et voilà, tout ça pour dire que cette histoire-là, je la trouve très belle, très forte. Il y a d'autres histoires de ce type de bateaux qui se retrouvent à couler et avec les passagers qui se mettent à dériver en mer. Il y en a plusieurs que je trouve aussi, des fois c'est toute une famille qui dérive, des fois c'est un homme seul. Je les trouve aussi très belles, ces histoires-là, mais je me dis que raconter 4 ou 5 fois des histoires de dérive à travers les océans, peut-être que les gens ils en auront marre de dériver avec moi. Donc, alors, soit je les raconte pas, soit je laisse passer un an entre chaque dérive pour qu'on ait eu le temps de digérer la première dérive. Mais je me vois pas faire une série de 5 dérives en un an, quoi. Voilà. Je sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, j'essaie de varier un peu les situations. Je pense que ça, c'est je crois que ça répond à la question. De ne pas user, quoi. De ne pas user par des situations semblables. Mais il y en a quand même quelques autres que je n'ai pas encore racontées qui sont différentes de tout ce qui est... Voilà. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, il y en a certaines, j'hésite encore à y aller parce que je rassemble de la documentation et pour le moment, j'ai l'impression que je n'ai pas encore suffisamment pour pouvoir y aller. Voilà. Ça dépend desquelles. Parce que les sources, des fois, il y a vraiment beaucoup de documentation. Par exemple, le radeau de la Méduse, vraiment beaucoup de gens avaient écrit, il y avait des carnets de bord de beaucoup des passagers
en tout cas de ceux qui n'étaient pas allés sur le radeau, parce que sur le radeau, ils étaient moins nombreux à avoir survécu. Mais donc voilà, dans ces cas-là, rien que de lire tout, ça prend un peu de temps. Des fois, le récit tient sur c'est un seul récit d'un des survivants qui a tout raconté, et finalement, on n'a pas tellement d'autres sources. Donc là, il y a moins de matière à ingurgiter avant de commencer l'écriture. Je sais pas, je dirais une quinzaine de jours, ça varie en fonction de la matière. Et après, il y a... En fait, c'est étalé sur plus de 15 jours parce qu'une fois qu'il est enregistré, après, en tout cas pour les podcasts, hein, si on n'est pas dans l'histoire du livre, là, pour le podcast, une fois que le texte a été écrit et que je l'ai enregistré, je confie ça au réalisateur ou à la réalisatrice, avec un peu des intentions, des idées. Là, je voudrais que ça s'agite. Là, je voudrais une musique un peu angoissante. Là, on en discute un peu avant. Puis après, lui ou elle, mais en ce moment, c'est surtout avec un réalisateur, Fabrice Lègle, que je travaille, fait des propositions, des fois me surprend. Il y a certains passages en écoutant, je pensais pas que ça donnerait ça, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Des fois, je me dis, ah bon non, là, moi j'imaginais un truc vachement plus dynamique, ou j'imaginais un truc à suspense, ou un truc un peu tragique, puis tu as mis une musique un peu trop va-t-en-guerre dessus, donc on réajuste en fonction. Et ce travail-là d'aller-retour, il prend encore un peu de temps après. Les comédiens, alors moi je sélectionne les passages que les comédiens vont faire, mais l'enregistrement des comédiens, j'y assiste pas. Je pourrais, mais voilà, je ne suis pas toujours là au moment où les comédiens sont disponibles pour venir enregistrer, donc ça, j'y assiste pas. Mais il paraît, là, on en a fait un récemment, qui n'a pas été encore diffusé, où vraiment les comédiens ont beaucoup joué les scènes. Ça se passe en montagne, avec quelqu'un qui se casse la jambe et tout ça. Et il paraît que même on a regretté de ne pas avoir, enfin, les gens qui étaient présents ont regretté de ne pas filmer, parce qu'il paraît que vraiment, ils sont en studio devant juste un micro et un pied, mais ils jouent tout. C'est-à-dire, voilà, ils le vivent quand ils ont mal aux genoux, on a vraiment l'impression qu'ils souffrent quand ils se parlent du haut de la montagne ou du sommet, du fond de la crevasse, ils se mettent à hurler, ou quand ils sont censés chuter sur des trucs, ils passent devant le micro. Apparemment, c'était rigolo à voir. De mettre en image. Alors, la réponse que je devrais vous faire en homme de radio, c'est: il n'y a pas besoin d'image, l'écran est infini, c'est vous qui vous créez l'image quand je raconte l'histoire, et donc heureusement qu'il n'y a pas d'image, parce que ce ne sera jamais aussi bien que ce que vous vous êtes imaginé. Ça, c'est la réponse officielle. Et en vrai, il y a des producteurs de télé qui travaillent dessus, et peut-être que ça va être adapté à la télé. Mais je suis ça d'un peu loin. C'est-à-dire que si ça se fait, ce sera ma voix certainement qui continuera de raconter, mais ça va un peu m'échapper à ce moment-là. Et je découvre aussi que la télé, c'est beaucoup plus long que la radio. Hein. C'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus de gens à convaincre. Et voilà, on n'était pas loin d'avoir trouvé une chaîne qui était prête à partir dessus. Bon, je ne peux pas trop en dire parce que ça s'est pas fait. Donc voilà, et comme vous enregistrez, vous diffusez tout ça après sur Internet, je ne peux pas tout dire. Mais donc il y a une chaîne qui était partante, mais qui était partante pour un épisode, alors que le producteur voudrait que ce soit toute une série. Donc finalement, c'est reparti pour un tour avec des négociations. Voilà. Mais ça pourrait se faire. Ça, ce serait adapter des podcasts, ou c'est vraiment des trucs originaux là ? Ce serait adapter des podcasts, mais il faudrait quand même réécrire un petit peu. Parce qu'en fait, il y a plein de choses, à partir du moment où on met en image, qu'il ne faut pas que je dise. Sinon, ça va être très surjoué quand on dit qu'un personnage pleure, quand on dit qu'il se met à neiger et que le vent souffle. Déjà qu'on l'entendait un peu, le vent souffler, si en plus on voit les bourrasques soulever la neige et tout ça, c'est peut-être pas la peine qu'on m'entende le dire. Donc de toute façon, le texte, il faudra qu'il soit retravaillé pour s'équilibrer avec l'image. Et c'est vrai aussi que dans le podcast, même si des fois on ménage des silences, des moments de... mais on peut davantage le faire avec l'image. Quand il y a l'image, on peut se taire pendant plus longtemps sans perdre le téléspectateur, alors qu'avec le podcast, il faut être un tout petit peu plus présent. Donc il y aura de toute façon un travail d'adaptation. Ouais. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Est-ce qu'il y a... C'est la question qu'on me pose souvent. Non, mais je ne vais pas du tout chercher à faire semblant 2 secondes. Mais en plus, j'aime bien voyager. Hein. C'est pas que j'aime pas voyager, mais dans le Naufragé, dès les premières pages de l'introduction, je dis que j'ai facilement le mal de mer. J'ai aussi le vertige. J'ai assez facilement le vertige. Donc, j'ai pas toutes les bonnes prédispositions pour vraiment
être l'aventurier. Mais en fait, je dirais, j'aime bien voyager. J'aime beaucoup, même pas forcément très loin. J'ai voyagé un peu loin, mais maintenant j'aime bien voyager plus près, faire des randonnées en montagne. Enfin, j'ai ce goût-là d'être en pleine nature. Enfin, j'ai un vrai intérêt pour ça. Mais quand on fait une émission comme Le Temps d'un bivouac et qu'on reçoit pour le coup des aventuriers de cette trempe-là, mais ça rend vraiment modeste sur ses propres exploits. Moi, récemment, j'ai fait du parapente et j'avais pris le truc longue durée. Là, enfin, c'était une sorte de baptême, mais j'avais dit, allez, je fais 1 heure. Et j'ai dû descendre plus vite parce que j'adorais. Hein, c'était superbe et tout, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à être malade, même en parapente. Enfin, il paraît que c'est fréquent quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du parapente, mais en fait, il y a des sortes de trous d'air un peu qui... voilà, ça fait des ascensions et des trucs qui font que... on peut être malade. Donc, du coup, j'ai adoré. Là, pour le coup, ça donne pas du tout le vertige. J'ai trouvé extraordinaire et tout ça, mais j'ai dû écourter le truc parce que j'étais trop malade. Bon, ça vous donne un peu l'idée de l'aventurier que je suis. Voilà. Mais nous allons conclure cet entretien. Du coup, merci Merci Daniel à Fievé vous. d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Le livre de Daniel